Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Cette balado-diffusion est une présentation de Québec Oiseaux. Je ne bouderai pas mon plaisir ce mois-ci et on va commencer comme on a commencé chaque épisode depuis le début de l'année, avec des nouvelles de notre rouge-gorge familier, qui est maintenant une grande vedette internationale et une encore plus grande vedette locale. Il est toujours présent aux dernières nouvelles à chaque jour et il s'alimente. Aujourd'hui, je vous parle, on est le 12 mars, donc l'hiver est pas mal presque fini. L'autre bonne nouvelle qu'on a à son sujet, c'est qu'il commence à venir s'alimenter un peu moins régulièrement. Et c'est ce qu'on espère. C'est sûr qu'au fur et à mesure que le printemps va progresser, on peut s'attendre à ce que l'abondance de nourriture, en dehors de la mangeoire qui lui est dédiée, le pousse peut-être à se déplacer ou à chercher un meilleur site pour passer l'été. Éventuellement, il est à espérer qu'on va cesser de le voir lorsqu'il va faire beau. En ce qui nous concerne, ce sera alors donc mission accomplie pour les ornithologues qui l'ont aidé tout l'hiver et surtout pour Sabrina à qui on avait parlé en janvier. Le mois de mars amène finalement la promesse de la migration et je vois passer des mentions maintenant, entre autres sur Discord, dans plusieurs régions du Québec, des premiers goélands à bec cerclé, des premiers carouges à épaulettes, des migrateurs aussi un peu plus surprenants, par exemple le cygne trompette, le cygne siffleur. Assez vite, ces oiseaux seront rejoints par toute la panoplie habituelle pour notre plus grand bonheur. Peut-être que vous avez en tête l'idée de profiter du printemps pour initier des membres de votre famille à l'ornithologie cette année. Ça fait plusieurs années, nous, qu'on parle de faire un petit panel au podcast sur les parents ornithologues et l'initiation à l'ornithologie pour les enfants. Comment on réussit à faire ça? Et c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est sûr qu'avec la semaine de relâche qui vient de passer, on peut avoir l'air un tout petit peu en retard, mais il va aussi y avoir plein de beaux oiseaux à observer au congé de Pâques. Je vous invite donc à écouter ma conversation avec Louise Falcon et Amélie Falcon-Bordua sur l'ornithologie avec des enfants. Je suis maintenant à Longueuil avec Louise Falcon. Bonjour Louise. Bonjour. Et Amélie Falcon-Bordua. Bonjour Amélie. Bonjour. Et puis, on est tous parents. On est là pour parler aujourd'hui de faire de l'ornitho lorsqu'on est parent avec nos enfants ou, disons, parfois en dépit de nos enfants. Louise, peut-être que tu pourrais commencer à nous dire, toi, tu es mère. Combien as-tu d'enfants et quel âge ont-ils en ce moment? Oui, ben moi, j'ai une fille qui est maintenant grande, qui est Amélie. Puis j'ai aussi des petits-enfants qui sont ses enfants, 2 filles. Elena et Anaïs, qui sont mes petits-enfants. Donc, qui sont tes enfants. Amélie, quel âge ont-elles, Elena et Anaïs? Elena a 10 ans, puis Anaïs va avoir 8 ans. Ah, donc, c'est parfait. On a vraiment un bel éventail. Alors, moi, personnellement, je suis aussi papa et j'ai 3 enfants qui ont 6 ans, 4 ans et 2 ans. Donc, on a des enfants âgés entre 2 et 40 ans, visiblement. Voilà. Alors... On va voir, on va pouvoir discuter vraiment des enfants à différents âges. Peut-être qu'on pourrait commencer. Bon, évidemment, là, on est là pour parler de 3 générations d'ornithologues, ou en tout cas, on y reviendra peut-être à savoir exactement qu'est-ce que c'est votre rapport personnel à l'ornithologie à chaque génération. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par savoir, bon, Louise, est-ce que toi, tu as toujours été ornithologue quand tu étais maman avec une fille à la maison? Quand est-ce que tu as commencé? Comment c'est arrivé dans ta vie? Oui. Non, moi, j'ai commencé en 2002. Ça veut dire qu'Amélie, elle avait déjà, était presque sortie de l'adolescence, là, elle avait 17 ans déjà. Ah oui, OK. Fait que je peux pas dire que j'ai fait de l'observation avec Amélie quand elle était enfant. OK. Donc, Amélie, tu n'as pas été exposée à ça quand tu étais très jeune. Par contre, on va évidemment le dire, tu travailles maintenant pour Québec Oiseaux. Est-ce que ça a eu un impact pour toi? Comment l'ornithologie, ou disons les oiseaux, sont arrivés dans ta vie? Est-ce que ça a un lien avec la passion de ta mère, même si elle n'en faisait pas quand tu étais toute petite? Oui. Quand ma mère a commencé à faire de l'ornithologie, je quittais la maison. Donc, j'ai pas vraiment été en contact, mais évidemment, à mesure que la passion de ma mère grandissait, on entendait parler des oiseaux qu'elle avait vus, des voyages qu'elle faisait, des excursions.
Donc, c'était toujours une conversation qui nous faisait sourire. À mesure que la passion grandissait, on trouvait ça de plus en plus drôle, je dirais, de voir à quel point elle devenait de plus en plus mordue, mais sans plus. Puis c'est plus tard, quand je voulais changer d'emploi, je voulais travailler dans quelque chose qui était un peu plus en lien avec l'environnement, dans un organisme. Moi, je travaillais à l'international, donc là, je voulais travailler dans quelque chose d'un peu plus local. C'est ma mère qui a vu l'offre d'emploi chez Québec Oiseau, puis qui a tout de suite pensé à moi pour ce poste-là. Et ça a fonctionné. Donc là, évidemment, à force d'entendre parler d'oiseaux, j'ai passé plus de temps avec ma mère pour en apprendre plus. J'avais un peu un sentiment d'imposteur au début quand j'ai commencé à travailler chez Québec Oiseau. Mais donc, je me suis rapprochée de cet aspect-là de ma mère quand j'ai commencé à travailler chez Québec Oiseau là, pour me rapprocher de la communauté un peu là, d'ornithologues. Peut-être avant de passer à la génération suivante, moi, je serais curieux de savoir, alors finalement, c'est une passion qui est arrivée sur le tard. Là, toi, tu n'as pas nécessairement parlé de ton parcours avant d'arriver là, sinon tu voulais travailler en environnement. Est-ce qu'il y a des éléments, en dehors des oiseaux, de ton enfance, de ton rapport avec la nature, qui t'ont été transmis dans le contexte familial? Est-ce que de quoi ça a eu l'air, justement, votre rapport à la nature au moment où tu grandissais? Je pense que c'est toujours quelque chose qui a été important. Moi, j'ai pas de souvenir nécessairement où on allait faire des longues randonnées. J'ai pas souvenir. Je vois ma mère qui me regarde. Louise n'est pas d'accord. On faisait toujours... Les vacances étaient toujours en camping. Il y avait une sensibilité. Ma mère a toujours eu une sensibilité pour l'environnement, pour être dehors, faire du plein air. Je pense que c'est quelque chose qui était dès l'enfance important chez moi. Puis à mesure que les oiseaux sont arrivés, ma mère me connaît bien. Là, au lieu d'insister, il y avait toujours « Ah, regarde ce qu'il y a à la mangeoire en ce moment » ou « Ah, regarde, on voit telle affaire quand on se promenait. » Comment tu t'en souviens, toi, de cette enfance-là d'Amélie? Amélie a toujours été une très bonne campeuse, une bonne scout, tu sais, elle sait vraiment se débrouiller dans la nature, mais elle a été... c'est pas quelqu'un qui va aller dehors autant que moi, là. Donc, je dirais qu'elle a été longtemps en réaction par rapport à moi, fait qu'elle voulait pas sortir, elle voulait pas venir dehors avec moi, elle voulait rester à la maison, puis elle voulait surtout pas observer les oiseaux parce que moi, je le faisais. Fait que, tu sais... Elle a souvent été en opposition, puis la vie est drôle parce que finalement, elle a fait ce qu'elle disait qu'elle ferait pas parce que sa mère le faisait. Elle est allée vers les oiseaux, mais je dirais bien différemment de la manière que moi je le pratique, mais tu sais, au moins, elle connaissait les observateurs, elle connaissait notre monde un petit peu déjà. Ouais, elle savait qu'on ne mord pas, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. La vie est quand même drôle par rapport à nous deux. En effet, mais c'est certain que ce que vous racontez, en tout cas, je pense que un des éléments centraux probablement dans ce qui est de transmettre la passion ou enfin d'essayer de concilier la passion pour les oiseaux avec le fait d'avoir des enfants qui, évidemment, ça demande beaucoup de temps. Les enfants ont des intérêts des fois différents des nôtres. En tout cas, j'ai l'impression que la volonté de faire sortir les enfants dehors, de les faire découvrir ce qu'il y a autour d'eux, sans en faire des ornithologues, ça va être quelque chose probablement qui va revenir dans notre conversation. Ça, j'en suis assez convaincu. Puis peut-être tu peux nous parler maintenant, Amélie, ou Louise, évidemment, vous partagez des enfants, des petits-enfants. Peut-être nous parler, Amélie, maintenant du rapport de tes filles. Est-ce que tu as commencé, toi, à essayer de les intéresser aux oiseaux dès leur jeune âge? Je ne sais pas quand est-ce que le travail à Québec Oiseau est rentré dans ta vie, ou sinon le fait d'avoir une grand-mère qui faisait de l'ornithologie. Des fois, c'est plus facile, la transmission grands-parents aux petits-enfants que parents-enfants. C'est pas sûr que ça aide beaucoup. C'est exactement ça. Tu mets le doigt dessus. Je pense qu'au début, donc, tu sais, ça fait 4 ans, disons, chez Québec Oiseau. Donc, mes enfants étaient quand même jeunes. Oui. Puis, c'est surtout, l'ornithologie, c'était surtout avec ma mère qui s'en faisait. On a eu, en fait... j'ai des enfants de pandémie. Donc, mes enfants étaient à la garderie quand la pandémie est arrivée. Puis, ma mère avait un chalet au bord du lac Saint-François, à côté de la réserve du lac Saint-François. Un fichu de beau coin pour les oiseaux, d'ailleurs. Hein? Oui. Exactement. Donc, c'est en amenant mes filles, en s'occupant de mes filles pendant que moi, je travaillais, que les filles ont commencé à faire de l'observation. Et puis, moi, je me suis joint
aux enfants pour faire ces observations-là. Fait que je dirais qu'on a beaucoup fait nos premières observations ensemble, nos premières sorties d'ornithologie, là, vraiment que l'objectif de la sortie était d'observer les oiseaux. Ça a vraiment été fait, les 3 générations ensemble. Puis on a découvert les oiseaux un peu en même temps, là, mes filles et moi. Et puis, quelle approche on utilise lorsque nos petits-enfants sont à la maison comme ça en pleine pandémie, au chalet, puis on se dit, bon, ben là, il faut leur trouver des activités à faire. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça facile de les intéresser aux oiseaux? Ou Tu sais, le premier constat là, que je fais, c'est que on peut pas s'attendre à ce qu'ils mordent là-dedans à plein, puis pour une longue période de temps. Mm-hmm. Tu sais, on peut pas dire on va faire une sortie d'observation d'oiseaux puis se bâtir une liste puis revenir après ça. Là. Oui. Avec les enfants, il faut que ce soit à petite dose. Puis, tu sais, je l'ai comme un peu appris, pas à mes départs, mais tu sais, à un moment donné, j'ai reculé parce que je me suis dit, si j'insiste, ça va bloquer. Donc, il faut vraiment que ce soit à petite dose. Puis, comme les écouter leur rythme. Oui. Puis, je te dirais que mettons, j'ai une activité qui repop dans ma tête pendant la pandémie, c'est que là, il y avait des petites jumelles, puis c'est dur au début, les yeux sont trop rapprochés, puis ils voient pas à travers des jumelles, en fait. Ils sont pas capables de gérer ça. Fait que, un moment donné, on a laissé tomber les jumelles, puis on a identifié à l'œil nu. Okay. Puis ensuite, on regardait dans le guide ce que c'était, où je leur pointais, puis je disais ça, c'est ça. Fait qu'ils ont quand même beaucoup appris sans jumelles, parce que c'est trop demandant, c'est trop exigeant au départ. Puis pour les jumelles, ben là, à un moment donné, j'avais un petit canard, un toutou, là, un petit canard, puis là, on l'avait suspendu avec un système de poulie à une branche d'arbre. Puis là, je le faisais monter puis descendre. Puis avec les jumelles, il essayait de voir le petit canard. Fait que là, ils ont commencé à réussir à un peu avoir avec les jumelles. Mais tu sais, les jumelles d'enfants, c'est de la scrap. Là. Ils voient rien. Ils voient rien avec ça. Là. Ça, j'avais vraiment... rien de rien avec ça. J'avais absolument l'intention de parler de ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez comme jumelles, mais oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on ne recommande pas, puis ça, c'est valide pour presque tout le monde, faire de l'ornithologie avec des mauvaises jumelles, ce n'est pas agréable. Peu importe les enfants ou les adultes, des fois, c'est certain que moi, je ne recommande pas nécessairement aux gens qui veulent commencer d'aller chez Canadian Tire, je m'excuse de nommer un endroit, là, mais puis d'acheter des jumelles qui valent 60 $ parce que il y a vraiment, ils sont pas faciles d'usage, c'est pas agréable, on voit pas bien avec. Cela étant dit, en tout cas, moi, j'ai acheté une paire de jumelles spécifiquement destinées aux enfants. Et bon, je nommerai pas la compagnie parce que s'ils peuvent nous sponsoriser, si jamais ils ont envie qu'on les nomme. Puis je dirais pas où qu'on les a achetés parce qu'ils peuvent nous sponsoriser s'ils ont envie qu'on les nomme. Mais donc, ces jumelles-là, qui sont toutes petites, qui sont comme des 6 par quelque chose, sont quand même assez bien adaptées. Maintenant, je sais pas, ça dépend probablement de l'âge des enfants, mais mes enfants, maintenant qui ont respectivement 4 ans, 6 ans, ont l'air d'être capables de les utiliser pour voir les oiseaux qui sont au mangeoir chez moi. Donc, des oiseaux assez immobiles. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Amélie, si tu as déjà testé des jumelles pour les enfants. Oui, pas celle-là, je pense que je sais de quelle tu parles. On a essayé donc des jumelles qui sont plus petites. Je te dirais que au-delà que les jumelles soient adaptées ou pas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on finit par prendre tellement de temps à gosser avec les jumelles que notre temps d'observation vient de s'écouler. Oui, l'intérêt, la fenêtre d'intérêt de l'enfant aussi. Oui. Donc, moi, je trouve que ce qui a bien fonctionné quand même avec les filles, c'était que c'était comme 2 activités séparées. Donc, il y avait une activité, donc encore là, une activité de pandémie. Ben oui, ça, c'est très bien. Avec les toutous. Ça force la créativité, la pandémie, c'est très bien. Ça. Mais l'activité n'était pas d'aller observer des oiseaux. L'activité était de tester les jumelles. Donc, on jouait avec les jumelles. Jouer à l'observateur d'une certaine façon. Donc, tu as rendu ça un jeu. Quand on faisait l'observation des oiseaux, les jumelles rentraient pas autant dans l'activité. Donc, ils étaient disponibles. Nous, on avait les nôtres. C'est sûr qu'ils ne voyaient pas nécessairement très bien. On les avait avec nous. Si elle voulait regarder un oiseau avec les jumelles, elle pouvait, elle ne le trouvait pas tout le temps, mais beaucoup des observations se faisaient à l'œil nu, en faisant autre chose souvent. Parce que d'essayer de combiner les 2 affaires, moi, j'ai trouvé que c'était trop, puis c'est que tu finis par
les miennes, en tout cas, se fâchent. Ils sont pas capables, ils le voient pas, ils savent qu'il est là, mais ils sont pas capables de le voir. Donc, elles se frustrent rapidement. Donc, moi, j'ai un peu abdiqué avec les jumelles. Je préfère, quand on fait des sorties, qu'elles les voient à l'œil nu, quitte à en manquer beaucoup qui sont difficiles à voir. Oui. Mais au moins, il y a un sentiment de réussite. Ils ont vu l'oiseau, puis ils peuvent voir les caractéristiques. Puis je pense que nous, on est tellement habitués, évidemment, comme ornithologue, on sort dehors, on veut se monter des grosses listes, on est comme content de voir les oiseaux avec les jumelles. Cela étant dit, quand même, la quantité d'oiseaux qu'on est capable d'observer et d'identifier à l'œil nu sans jumelles, je sais qu'il y a des fois des guides, j'en ai entendu sur d'autres balados-diffusion en anglais qui disent qu'ils font des sorties où les jumelles sont interdites. Puis pour dire, on va apprendre à, premièrement, soit pour développer l'oreille ou pour comme identifier des oiseaux pour vraiment se concentrer sur les comportements. Puis la quantité d'oiseaux qu'on est capable de reconnaître ou qui ont des comportements intéressants, ne serait-ce que, je ne sais pas, par exemple, les citelles qui descendent avec la tête en bas, des choses comme ça, qui sont très particulières à certains oiseaux, puis qu'on est capable de voir, c'est pas si difficile que ça de réussir à voir une citelle à l'œil nu qui descend ou un héron. Il y a beaucoup d'oiseaux qu'on a autour de nous qu'on peut voir à l'œil nu. Les carouges, les quiscales, Mais c'est aussi de choisir les habitats. Je pense que ça, c'est un autre bon truc. Tu sais, on parle du chalet où on allait. Une des activités, c'était d'aller en canot. Donc, les oiseaux, les canards, les hérons, on les voit. Les grues. Oui, exact. Donc, on faisait une activité qui était le canot. Puis là, on voyait les oiseaux pendant qu'on faisait du canot. Puis les oiseaux étaient quand même assez faciles à observer. C'est sûr que, quand ceux qui sont dans les phragmites, on oublie ça. Oui, peut-être le troglodyte des marais ou le râle de Virginie, on va passer notre tour. Mais c'est quand même un environnement qui est plus facile qu'une forêt, par exemple. Oui, où les oiseaux sont très hauts. Où là, c'est plus difficile. Même chose avec les mangeoires. Tu sais, un endroit où il y a des mangeoires, on peut facilement voir les oiseaux à l'œil nu. Donc ça pogne quand même un petit peu plus que d'aller faire une randonnée en forêt où tu les entends, mais tu n'es pas capable de les voir facilement. Ah oui, OK. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Par exemple, ta fille qui a 10 ans, donc qui commence maintenant à être un petit peu plus âgée, qu'on dit qu'elle a commencé pendant la pandémie. Donc, tu sais, ça correspond plus ou moins probablement à peu près la moitié de sa vie où elle a fait un contact avec les oiseaux. Qu'est-ce qu'il en reste de ça maintenant qu'elle est un petit peu plus vieille? J'imagine elle a développé ses propres intérêts, elle fait d'autres choses. Est-ce qu'il lui reste un peu de cet intérêt-là pour les oiseaux? Oui. C'est sûr que la vie est occupée, là, comme tous ceux qui ont des enfants savent, les cours, puis le parascolaire, puis les devoirs, puis les ci, puis les ça. Mais elle connaît ses oiseaux. Donc, elle n'a plus tant d'intérêt pour aller faire une sortie, aller les observer. Étonnamment, sa petite sœur est plus intéressée. Anaïs nous a demandé pour faire le grand défi cette année. Ah oui, ça, on va en parler aussi plus tard, oui. Mais les deux connaissent leurs oiseaux et sont capables de les nommer et ont une sensibilité, je dirais, pour leur sort. Puis, ce qui est drôle, c'est Elena, elle tient vraiment à nommer les choses de la bonne façon. Puis elle corrige les autres qui se trompent. Donc, je fais des tests des fois, là, quand je reçois mon magazine, je feuillette les pages, puis je monte une photo, puis je leur dis « ça, c'est quoi? » sont très bonnes. Ah, mais quand même, c'est une belle réussite. Louise, on voit la fierté, là. Donc, toi, tu as même fait le grand défi avec tes petites filles. Juste avant ça, est-ce que je peux juste revenir en arrière un petit peu sur l'histoire des jumelles? Parce que, tu sais, il y a comme, je voulais dire qu'il y a d'autres manières, puis il y a comme des phases. Je voulais juste dire que quand ils sont tout petits, juste avoir une jumelle Fisher-Price pendue dans leur cou pour aller marcher dans la nature, c'est parfait, c'est réglé. On est là, ça marche. Là, il y a tout l'apprentissage des jumelles dont on a parlé, puis c'est un défi en soi, mais il y a toute une période où ce qu'on peut facilement, à l'œil nu, que ce soit mangeoire sur l'eau, comme Amélie a dit, se tirer d'affaire. Puis moi, je pense que là, il va y avoir une nouvelle phase où est-ce qu'on va pouvoir introduire Merlin dans l'histoire parce que, tu sais, au printemps, là, premièrement, la fascination pour le téléphone est là. Ça, c'est pas un problème. Fait que s'ils ont le droit de toucher au téléphone, ils vont vouloir venir. Ça, il n'y a pas de difficulté avec le téléphone. Merlin, c'est tellement merveilleux parce que si on l'entend chanter l'oiseau,
Merlin va nous le trouver puis il va nous montrer sa photo. Ah oui. Fait que là, on a un outil d'apprentissage au niveau des chants, puis ils sont très bonnes pour apprendre les chants, c'est surprenant. Puis là, il voit de quoi l'oiseau a l'air, fait qu'on n'a pas encore eu besoin de le trouver, là. On l'a entendu, on voit les photos, puis là, on a déjà un début de liste. Fait que, tu sais, je trouve que le problème des jumelles, qu'il y en ait un vrai, parce que ça prend du temps à développer cette expertise-là, bien, on peut le contourner puis mettre de l'intérêt. Puis les nouveaux outils là, électroniques, ça, je pense que c'est un gros... Moi, je veux le tester au printemps puis je suis pas mal sûre que ça va pogner. Moi, j'ai justement exactement une amie qui me disait qu'elle habite à Montréal puis qui sortait avec ses garçons à une grande cour. Puis justement, ils étaient contents. Ils ont utilisé Merlin. Puis des oiseaux qui chantent, par exemple, le cardinal a quand même un chant assez spectaculaire. Au printemps, ils ont d'ailleurs commencé à chanter. Et là, elle a justement été capable de l'identifier grâce à Merlin. Puis ses enfants étaient très contents de savoir que c'était ça qui chantait. Donc, ça rejoint absolument ce que tu es en train de dire. Moi, je pense que c'est un gros plus. Ah oui, mais donc, est-ce qu'on peut revenir justement finalement au grand défi? Oui, bien sûr. Alors, le grand défi que tu as fait quand même, je ne sais pas combien de fois maintenant avec tes petites filles? 3? 3 fois quand même. 4. Au moins 3. Hey, comment on planifie ça, un grand défi avec des enfants? Bon, j'imagine que l'âge n'était pas le même d'une année à l'autre, mais quand même assez jeune. Je pense qu'Anaïs a commencé, elle avait 3 ans. Aïe, 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 wow! Puis je suis même pas sûre que toi, la première année, tu étais avec moi. Je pense qu'une fois, je l'ai faite avec... en tout cas, je sais plus. C'est sûr que là, tu sais, nous, premièrement, l'objectif, quand on l'a fait avec Amélie puis les 2 filles, des fois, c'est juste Amélie puis moi là, qui a vu ou entendu une affaire. Là, tu sais, on s'entend. Faut qu'il y ait des pauses, faut qu'il y ait de la diversité. Tu sais, nous autres, on commençait par un gros déjeuner, là, les œufs que grand-papa préparait et tout, mais on allait en canot. Faire un petit tour sur la rivière en arrière. Puis, fait que là, on commençait en canot, gros déjeuner. Après ça, on allait un petit peu observer à la digue aux aigrettes. Après ça, on faisait un chemin de campagne. Mais le truc là-dedans, c'est qu'on finissait toujours à la maisonnette, qui est le gros dépanneur là, dans le bout de Dundee, puis avec une siloche. Et là, règle générale, on attrapait nos 4-5 dernières espèces étrangement parce que c'est là qu'il y avait moineau, faucon myrillon, roselet. On ne l'avait pas ailleurs, mais là, on avait la balançoire puis la siloche. Fait que, tu sais, comme tout ça pour dire que... puis le parc avec les balançoires, on attrapait au moins une dizaine d'espèces là, dans un parc vraiment poche avec des balançoires. Mais bref, ça marchait, ça faisait une autre belle pause. Puis, ce qui marchait très bien aussi, c'était le gros carton pour écrire les espèces. Ça, là, on le préparait la veille avec les lignes pour nos 50 espèces. Puis là, on écrivait au fur et à mesure, surtout quand Elena a appris à écrire. Ça, là, les couleurs dans ce gros carton-là, ça, c'était comme un gros élément du plaisir. Bien, ça, je sais que moi, avec mon garçon... les gens, maintenant, il y a ce que les Anglais appellent le lifer pie, donc le principe que quand on a une prime coche, un oiseau qu'on voit pour la première fois de notre vie, on se paye un morceau de tarte, de gâteau, quoi que ce soit. Puis donc, je sais qu'avec mes enfants, j'avais essayé en disant, OK, on va aller au parc Jean-Drapeau. Alors, c'était l'été dernier, quand il y avait le biorro violacé au parc Jean-Drapeau, j'avais mes 2 garçons avec moi. Et là, je me suis dit, j'aimerais quand même ça aller le voir. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses à faire au parc Jean-Drapeau. Alors, je leur avais vendu l'idée, on s'en va au parc, on s'en va s'amuser. Puis, on a fait un tour de pédalo, on a cherché les oiseaux. Puis, à partir du moment où ils ont identifié, ils ont vu une paruline jaune, puis ils étaient très excités. Bon, évidemment, au parc Jean-Drapeau, il y en a des centaines, donc ça va quand même assez vite. Mais c'était la première fois qu'ils le voyaient. Puis là, c'était comme, bravo, tu as vu un nouvel oiseau. Tu vas avoir le droit à, je sais pas, une crème glacée. Je pense qu'on est allé manger une crème glacée à la fin de la journée. Mais c'est vraiment quand on détecte que l'enfant en a eu assez de dire, parfait, regarde, on a fait de l'ornithologie, tu as trouvé un nouvel oiseau, tu as le droit à ta crème glacée, on est tous contents. Puis après, on était au parc Jean-Drapeau, il y a d'autres activités, on est allé à la plage. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver des façons de combiner aussi là, pour maintenir leur intérêt pour ça. Mais c'est ça, on est allé, le parc, la slush, tout ça. Bon an, mal an, on avait à peu près 55 espèces dans notre grand défi. Avec un enfant de 3 ans. Là. Donc, c'est quand même impressionnant, oui. Oui, c'était très impressionnant, mais je dirais que les filles en ont quand même vu la majorité. Ah oui, OK. Donc, c'est pas...
Fais pas, ils en ont vu 5. Un cardinal à poitrine rose, là, c'est impressionnant pour un enfant. Ah, là, oui. c'est beau. Même pour un adulte. Mais il y a aussi, quand on peut trouver un oiseau wow, je pense que, tu sais, parce que, en toute honnêteté, les bruants, mes enfants, ça les fait pas triper. Les goélands, t'as beau leur dire, ouais, mais regarde, c'est pas la même sorte. Ça les intéresse pas. Ça, il n'y a rien à faire, ça, c'est certain. Mais de voir un balbuzard sur son nid ou de voir tous les oiseaux de proie, les rapaces, c'est hyper impressionnant. Les grands hérons, tu sais, le héron est très impressionnant pour un enfant aussi, c'est grand. Fait que je pense que si on est capable d'aller chercher quelques espèces wow, là, si on sait qu'il y en a une à quelque part, ça rajoute un peu de fierté après. Ben, tu parles des bruants. Moi, une des choses que je recommande, évidemment, c'est on a beaucoup de livres sur les oiseaux à la maison. Donc, on donne aux enfants des livres. Puis, moi, mes enfants, personnellement, quand je leur lisais des livres d'oiseaux, ils ont quand même un intérêt clair. Ils allaient souvent choisir le livre d'oiseaux un soir. Puis ce qu'ils aimaient le plus, c'est quand j'imitais les chants d'oiseaux. Puis là, c'est moi vous dire, je suis pas un bon imitateur du tout. Alors, de faire des versions un peu caricaturales des fois des chants d'oiseaux, ça, ils adoraient ça. Quand je me tapais sur la poitrine en disant « Ah, la Gélina tupée, c'est un oiseau qui fait ça. » Puis après, encore une fois, on est allé regarder sur le téléphone. Ça, c'est le téléphone, ça manque jamais. On est allé regarder une vidéo de la Gélina tupée sur le téléphone. Ça, et là, d'avoir le droit de regarder le téléphone pour pouvoir regarder la gélinotte, ça les a beaucoup marqués. Maintenant, ils s'en souviennent que la gélinotte se tape sur la poitrine. Puis en plus d'avoir vu le vidéo, là, ils adorent ça. Mais donc, le bruant à gorge blanche, c'est un oiseau que mes enfants ont appris à reconnaître à l'oreille. Puis donc, à partir du moment, évidemment, où on fait du camping, nous aussi, on est des campeurs, on aime beaucoup ça, passer du temps dans la nature quand on a des vacances l'été. Ben là, ça manque pas. Les bruants à gorge blanche, ils chantent, on les entend, ils sont faciles à identifier, puis les enfants aiment beaucoup, beaucoup ces sons-là. Ce qui m'amène peut-être à la prochaine question. Ben, comment on fait si ça leur tente pas pour faire de l'ornitho de façon détournée? Pour réussir, nous, quand même, à se mettre un peu d'oiseaux sous la dent sans qu'on ait besoin d'impliquer les enfants là-dedans pour qu'ils aient quand même du plaisir, évidemment, donc de ne pas faire de l'ornitho à leur dépens, disons. Je pense qu'il faut d'abord ajuster un peu nos attentes. Absolument, ce qu'on va être en mesure de faire. Il faut trouver une activité qui va plaire à toute la famille, où chacun va un peu y trouver son compte. Fait qu'une chose que nous, on aime faire, c'est au Parc des Îles de Boucherville. Okay. Il y a 2 parcs. Donc, on dit aux enfants, bon, on va aller au Parc des Îles de Boucherville, mais avant d'aller au parc, on fait un peu de sentier. Okay. Puis là, des fois, ça chiale. Mais là, on leur dit, bon, regardez, il y a d'autres membres dans la famille, vous n'êtes pas seuls. Donc, on va faire le sentier, puis après, on va finir au parc. Puis donc, pendant qu'on est au parc, moi, je peux m'éloigner. Tu sais, mes enfants sont rendus assez vieilles maintenant que je peux m'éloigner, puis il n'y a pas de problème. Puis c'est comme ça que moi, je réussis à faire un petit peu d'observation, même quand mes enfants, ça leur tente pas. J'y vais aussi avec le modèle un peu chasse au trésor, là, avec les applications. Il y a des applications où tu dois chercher des végétaux, tu sais, avec un système de badge, là, Seek. Donc, des fois, je fais ça avec ça. Donc, avec jamais de mon téléphone. Puis là, je leur dis, ben, on va chercher 5 plantes. Puis là, pendant qu'eux autres sont bien occupés à chercher les plantes, moi, je peux observer. Faire autre chose. Fait que je pense que d'ajuster un petit peu les attentes. Des fois, ça leur tente pas, puis je leur dis, ben c'est tout bad. Là, on y va. Faut accepter, oui. On y va, on s'en va au Parc Michel-Chartrand, puis on va faire le tour, puis moi, j'observe. C'est sûr que pour les enfants, moi-même, je me suis fait quand j'étais enfant... des fois, les enfants, ils aimeraient aussi bien juste rester en dedans, à écouter la télé ou à jouer avec leurs jouets, puis ils veulent pas sortir, puis à un moment donné, il faut sortir, c'est important. Voilà. Mais je pense que si je fais ça trop souvent, ça va me revenir en pleine face. Ils vont développer, on veut pas qu'ils développent une association négative de « Ah, mon Dieu, on allait faire de l'ornitho, c'était-tu plate? » Fait que c'est d'ajuster les attentes, puis c'est sûr que si on est 2 parents. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir mon mari qui vient avec nous. Puis des fois, je dis, ben regarde, pendant que toi, tu restes au parc, moi, je vais aller faire le tour. Un petit tour, je vais prendre 1 heure, puis je vais aller faire ma petite sortie. Mais règle générale, j'essaie de trouver des endroits où est-ce qu'on va tous trouver notre plaisir. Peut-être pas tout le monde en même temps, mais on va tous finir par arriver à quelque chose qu'on a aimé faire.
C'est certain que moi, mon expérience, c'est vraiment que le camping, c'est fantastique pour ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir nos jumelles, puis je me souviens un matin au parc de la Gaspésie, là, quand il y a des gros becs errants qui viennent se poser sur le sapin à côté de ton terrain pendant que tout le monde est en train de déjeuner. Si tu as tes jumelles pas loin, disons que tu t'en profites amplement, puis tu n'as même pas besoin de... Il n'y a personne qui se sent brimé là-dedans. Donc, c'est sûr qu'en camping... moi, je trouve ça fantastique ou d'aller dans des régions où il y a beaucoup d'oiseaux de toute façon. C'est plus facile à ce moment-là, justement, de trouver des accommodements aux îles de Boucherville quand on est déjà là que si on doit se dire, bon, ben ce matin, je vais partir pendant que tout le monde est à la maison. Puis, Mais quand t'es jeune parent, c'est peut-être pas là que tu bâtis ta liste à vie le plus rapidement. Parce que, mais tu sais, tu peux trouver des occasions, puis des fois, tu peux t'aménager une petite fenêtre pour toi avec ou sans les enfants. Mais tu sais, moi, je me souviens une fois, moi, la bernache nonnette, ça m'a pris bien du temps à réussir à voir ça au Québec. Puis, un moment donné, on était au chalet, puis là, il y avait une bernache nonnette à Sainte-Martine. Puis, on avait les enfants cette fin de semaine-là. Fait que tu comprends-tu que je voulais aller la voir? Fait que on est passé par Sainte-Martine. De toute façon, c'est super comme site pour les enfants. Mais un moment donné, je l'ai trouvé dans ma lunette, puis là, Elena, elle avait 5 ans, peut-être 6 ans, je sais pas trop. Puis là, je dis, viens voir Elena, regarde dans la lunette, il y en a une qui est pas pareille. Puis là, elle m'a dit, oui, je la vois, grand-maman. Fait que j'ai mis un collant dans son guide d'oiseaux, comme quoi elle l'avait déjà vu. Mais est-ce qu'on s'entend que si un jour elle devient plus sérieuse, va falloir qu'elle se la retape, là? Ouais. Parce que... mais tu sais, peut-être pas. Mais elle l'a vu. Mais bon... C'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est peut-être pas là que tu es plus à... non, mais ça, c'est sûr quand que... même, il y a moyen de moyenner. Là, c'est sûr qu'une fois qu'on a des enfants... Ça, moi, à partir du moment où j'ai des enfants aussi, on développe une formidable capacité à se dire je m'en fous. Dans le sens où on peut pas courailler. Donc, quand on... Tout se discute, évidemment. Donc, c'est beaucoup, telle journée, est-ce que ça pourrait fonctionner? Donc, avec ma conjointe, où je suis très, très chanceux, on est capable d'aménager des journées où j'ai le droit, entre guillemets, ou enfin, où c'est ça. Mais c'est certain que tout ce qui est tel oiseau exceptionnel a été vu à telle place, les seules versions de ça qui me conviennent, c'est... le rouge-gorge à 20 minutes quand il reste 2 mois au même endroit. Ça va. C'est pas pire, mais autrement, il y a beaucoup de mentions exceptionnelles que je vois passer. Puis je suis comme, ça sera pour une autre fois. Une autre année. Ouais. Je sais que j'ai aucune journée pour aller le voir dans les 2 prochaines semaines. Puis là, on apprend un peu à... C'est un exercice, en fait, que je pense que beaucoup d'ornithologues bénéficieraient de développer. Un peu de lâcher prise. Le laisser aller, le lâcher prise. Mais puis je pense qu'il faut aussi savoir... c'est sûr que moi, je suis pas encore aussi mordue. Oui. Donc, j'ai pas encore cet appétit-là, je dirais, pour les raretés. Oui. Je trouve encore ça très difficile d'identifier des oiseaux que plusieurs personnes s'est acquis depuis longtemps. Je suis très fière quand je vois les filles identifier les photos, quand les filles me disent qu'ils veulent faire le grand défi. Donc, au lieu d'avoir cette « je veux l'oiseau », je trouve cette fierté-là dans autre chose, dans voir mes enfants qui développent cet intérêt-là. Puis c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le côté plus conservation, plus protection de la biodiversité. Donc, de voir que mes filles développent cette sensibilité-là à travers les oiseaux, qui est quand même la passion de leur grand-mère, c'est... En tout cas, ça me donne beaucoup de fierté, puis je m'en contente. Mais c'est pas... pour le moment. C'est pas rien du tout, là. C'est sûr que c'est énorme, puis justement, on a tendance à beaucoup mettre l'accent sur les longues listes, puis on en a déjà parlé à la balado-diffusion d'essayer de trouver toutes sortes de façons de profiter des oiseaux qui ne dépendent pas finalement de se bâtir une grosse liste personnelle, de courir voir des oiseaux rares, etc. Mais c'est certain que toutes les façons sont bonnes. Je finirais peut-être avec des suggestions, peut-être des idées de suggestions, parce que moi j'en ai. Quels sont les phénomènes au niveau des oiseaux qui vraiment intéresseraient les enfants? Ou même, c'est bon d'ailleurs pour n'importe qui ne fait pas d'ornithologie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a au Québec, tu dis, n'importe qui devrait voir ça, devrait avoir la chance de voir ça. Avez-vous des idées? Tu sais, moi, je me souviens quand on avait amené Elena, Anaïs était peut-être trop petite, ou peut-être qu'elle était là.
Mais tu sais, quand la migration de Loi des Neiges... Je pensais absolument à ça, oui. Puis là, on l'avait amené au bord du Richelieu. Puis, tu sais, c'est un spectacle qui est Incroyable, oui. émouvant pour n'importe Absolument. qui est vraiment impressionnant. Puis là, il y avait le méchant Pigag qui avait passé, tu sais, en même temps. Puis il a bien vu que ça avait fait lever tous les oiseaux. Puis, tu sais, ça, là, c'est un spectacle fascinant. Ça, c'en est définitivement. Les migrations, là, de bernages puis de canards, ça, là, oui, on manque pas notre coup. Les oies des neiges, on manque pas notre coup avec ça. En plus, il y a presque tout le monde, là, au Québec. La vaste majorité des Québécois sont à distance raisonnable de sites où on peut voir des grands rassemblements de dizaines de milliers d'oies des neiges. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est un incontournable. Je suis assez d'accord. Puis les grands rapaces, qu'on peut réussir à montrer ça des enfants, c'est vraiment, c'est vraiment spectaculaire aussi. Fait que ça, c'en est un bon. Après ça, il y a toutes les... Tu sais, les mangeoires, là, les parcs où est-ce qu'il y a des mangeoires, ben là, il y a plus d'activités. Ça, je trouve ça gagnant aussi. Moi, j'allais dire... Les oiseaux d'eau. Les oiseaux d'eau, si on peut, là, c'est facile à voir, l'aéron. Puis moi, je vais juste finir avec ma petite anecdote. T'sais, nous autres, au chalet, il y avait des coupes nichards de sternes caspiennes un été. Oui, ça, puis là, quand ils passent proche de nous, ben là, on était chanceux. Mais tu sais, quand ils passent proche de nous avec le bec rouge, puis là, Elena, le professeur avait demandé nommez-moi un oiseau, puis elle avait dit la sterne caspienne. Oh, bon, écoute, le prof en était bouche bée, puis Elena, elle était vraiment fière d'elle. Ça, c'est le couple de sterne caspienne pas loin. Ça, c'est vraiment, mais vraiment pas à la portée de tous les Québécois. Non, mais les grandes migrations, les grands regroupements, les gros oiseaux. Puis on dit pas, on peut aller les voir, les sternes caspiennes. C'est juste qu'il y a très peu de coupes nichards au Québec. Mais c'est vraiment juste pour ça que je dis ça. Mais oui, c'est certain, parce que tu disais ça, puis moi, si je peux compléter, je pensais entre autres aussi à tous les parcs où les mésanges viennent manger dans la main des enfants. Ça, je pense que partout au Québec, vous êtes capable de penser à des parcs où il y a beaucoup de mésanges, puis que c'est des parcs proches des centres plus urbanisés où les mésanges sont habitués à venir manger dans la main des gens. Ou sinon, moi, évidemment, ma conjointe vient de la Côte-Nord, alors c'est certain que je recommande vraiment chaudement à toutes les gens qui ont le goût de faire 15 heures de voiture avec leurs enfants. Je ne peux pas trop recommander l'île aux perroquets en Mingani, d'aller voir les macareux moines, mais probablement aussi, par exemple, je ne suis pas encore allé le Bonaventure avec mes enfants, mais donc les colonies d'oiseaux marins, c'est toujours quelque chose d'incroyable, c'est spectaculaire. On prend le bateau, donc juste ça, les enfants sont tellement contents d'être sur le bateau et ça marche vraiment, vraiment bien. Là, moi, mes enfants ont capoté sur les macareux. Mais puis j'ajouterais aussi, c'est sûr que c'est pas à la portée... Il y a un oiseau, excuse-moi, il y a un oiseau dans la mangeoire. On est distrait parce qu'on a la mangeoire à la fenêtre. Alors ça, c'est toujours comme ça hein, quand on fait les enregistrements chez les ornithologues. Un oiseau rose, ça attire le regard. Ah oui. Ce que j'allais dire, c'est que c'est sûr que c'est pas nécessairement à la portée de tous, mais si on s'intéresse un peu aux différents sites qu'il y a autour de nous, souvent les clubs savent où trouver le nid, où trouver... Parce que, tu sais, on parlait tantôt du grand défi. Ce qui aidait beaucoup, c'est que c'était le terrain de jeu de ma mère. Donc, elle savait exactement où était le nid de Balbuzard, le nid de Pigargue. C'est sûr que c'est pas accessible à tous, mais si on est capable d'obtenir un petit in de la part d'un membre de club ou de quelqu'un qui fait de l'ornithologie, moi, je trouve que les nids, c'est impressionnant. Puis surtout les rapaces. Ah ben oui, surtout les Balbuzards, leurs nids sont souvent assez dégagés, faciles à trouver, faciles à... Lorsqu'on en a un, on peut mettre un télescope dessus. Mais tu sais, juste mettre des mangeoires dans sa cour, là, déjà, moi, ça marche très bien chez moi déjà, aussi. on a une dizaine d'espèces, puis on les apprend, puis... Tu sais, la première fois que tu as eu un Montréal, pro, c'est plus 4-5. Elle savait pas ce que c'était, puis là, les filles étaient là. « Maman, c'est un grain pro. » Là, elle dit « Mais oui, ça grimpe. » Elle regarde dans le guide, puis elle dit « Ben, c'est un grain pro, on te l'avait dit. » Mais tu sais, il était comme déjà alerte. Fait que les mangeoires, c'est déjà... C'est drôle parce que on parlait des rapaces, puis ça tout de suite, il m'est venu ce souvenir-là
l'année où il y avait 4 moyens-ducs qui étaient à moins de 500 mètres de chez moi. Frédéric Bach. Oui, exactement, Frédéric Bach. Et puis, que j'avais amené mes enfants parce que c'était à 5 minutes à pied. Puis je pense qu'ils ont regardé ça pendant à peu près 2 secondes et demie. Puis après ça, ils étaient comme, bon, ben on retourne à la maison. Ben, Il n'y a pas les beaucoup de bouts monde qui ont vu chouettes, des là, moyens-ducs là, chez vous. Mais c'était petit, oui. c'est un défi, mais c'est bon, là, les bouts chouettes aussi. Mais je pense que ce que tu viens de dire, Gaspard, c'est super important. Pour les gens qui nous écoutent, tu sais, je sais que des fois, les grands-parents veulent initier leurs petits-enfants ou les gens se demandent... Mm-hmm. Tu sais, ce que tu dis, c'est vraiment important. Si tu t'attends à ce qu'ils le regardent pendant 5 minutes, Oui. ça ne marchera pas. Le fait qu'ils soient venus avec nous dehors, Mm-hmm. qu'ils aient pris le temps de marcher jusqu'au site, de le voir, même si c'est 3 secondes, puis ils font comme « OK, c'est bon, je veux aller jouer au parc », ça reste cette impression-là, puis c'est déjà une victoire. Parce qu'il y a énormément d'enfants qui ne sortent pas. Oui. Tu le sais, là, les décoller des écrans, t'as beau essayer, c'est difficile. Le combat de notre époque, oui. Puis ils veulent, tu sais, là, moi, sont rendus à l'âge, ils veulent aller chez les amis, ils ont les cours. Fait que juste d'être capable de dire, on est allé au parc Michel Chartrand, on a vu c'était quoi? C'était des moyens-ducs qui étaient là l'hiver dernier. Ils ont vu. Des chouettes rayés aussi. Puis ils ont fait, OK, cool. Moi, je vois ça comme une grosse victoire. Puis je pense qu'il faut baisser un petit peu nos attentes. Puis, je veux dire, les enfants ont jamais passé un après-midi complet à ramasser des papiers pour leurs impôts, alors ils savent pas nécessairement la chance qu'ils ont lorsqu'ils sont juste dehors à profiter des oiseaux, parce qu'ils savent pas toutes les choses qui vont leur arriver devant eux, puis toutes les obligations qui vont peser sur leurs épaules. Alors c'est un peu normal aussi d'un point de vue à eux que ça soit une activité parmi tant d'autres, puis que finalement, des fois, il n'y a rien là, puis c'est bien correct aussi. Mais ça reste aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, tu sais, à cet âge-là, c'est des petites éponges. Donc, la quantité d'informations qu'ils sont capables de retenir, c'est très, très, très impressionnant. Tu sais, quand je disais tantôt, j'ouvre mon magazine Québec Oiseau, puis je leur demande, je leur ai montré une photo dans le magazine qu'on vient de recevoir. Il y a une super belle photo d'un macareux moine. Mes enfants n'ont jamais vu ça. Là. Moi, je n'ai pas fait le 15 Seulement heures. Seulement 15 heures de voiture, Amélie. Ouais, non. Seulement je me suis arrêtée à voiture. Bécomo, c'était bien assez. Mais mes enfants n'ont jamais vu ça. Mais ils savent c'est quoi. Donc, ils retiennent énormément d'informations. Fait que même si c'était 2 secondes qu'ils l'ont vu, ça reste. Cette sensibilité-là, je pense, reste avec eux. Bon, ben écoutez, Louise, Amélie, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps aujourd'hui pour parler de ça. Ça a été vraiment intéressant. Puis, on espère se croiser avec nos enfants sur le terrain. Oui, mais ça, on devrait faire ça plus souvent, des sorties en famille. Ah, ben oui, ça, c'est certain. Parce que là, il y a d'autres enfants, puis là, il y a de l'intérêt possible. Aider, oui. Moi, je pense que ça peut être, ça peut être une activité qui prend un autre tourneur, tu sais. Une autre suggestion pour la fin de l'épisode. Ouais. Ben, merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notre prochaine webconférence se tiendra le 11 avril prochain à 19h30. On vous rappelle que les webconférences sont offertes gratuitement aux membres de Québec Oiseau et aux membres de clubs affiliés. Notre webconférence du mois d'avril, Oser la photo d'oiseaux d'ici et d'ailleurs avec Jonathan Lessard. Se lancer dans la photographie d'oiseaux peut sembler intimidant. On se compare, on doute, on pense qu'il faut l'équipement parfait. Mais si on osait juste commencer, dans cette conférence, Jonathan raconte comment il est passé d'un simple curieux à photographe passionné en apprenant à observer, rater, recommencer et se dépasser. À travers ses aventures au Québec et en Europe, il partage des anecdotes, des conseils simples et des images touchantes qui rappellent que chaque clic est un moment de connexion avec la nature. Pour les passionnés d'oiseaux, d'images et de dépassement de soi. Tous les détails de notre webconférence peuvent être trouvés sous l'onglet événements et activités du site de Québec Oiseau. En regardant notre série d'épisodes, j'ai constaté qu'on était maintenant rendu au 13e épisode depuis qu'on a relancé la balado-diffusion en mars dernier. Comme c'est une balado mensuelle, vous comprenez où je veux en venir. Ça veut dire qu'on est revenu dans l'année là où on a commencé lorsqu'on a relancé la balado.
On peut donc dire que s'entame ainsi un genre de 2e saison depuis la résurrection du podcast, même si cet épisode est en fait le 38e. Je vais donc profiter de ce début de la 2e saison et de la fin de la saison précédente pour remercier tous ceux qui ont participé de près et de loin à l'élaboration de la première saison, à commencer par Valérie Bourdeau qui coordonne tout ça d'une main de maître et me fournit de précieux conseils et des sujets à aborder. Arnaud Valade qui nous envoie des idées de sujets, nous aide quand j'ai des questions plus pointues en ornithologie, Nata Huot qui fait l'édition de la balado-diffusion et Johan Jagère qui nous a fourni la musique. Je remercie aussi bien sûr toute l'équipe à Québec Oiseau qui soutient ce beau projet-là. Merci à tous ceux que j'ai eu en entrevue l'année dernière et qui ont préparé des sujets pour moi en espérant vous retrouver cette année encore une fois. D'ici là, on vous souhaite à tous un bon envol de migration et on se retrouve en avril.